et un candidat à la présidentielle des Républicains en 2019. Pour cette conférence, elle sera présentée par Anthony et Louis, pour qui c'est leur première conférence. Mais avant cela, on aura un billet d'humeur présenté par Thomas et Benjamin, qui font aussi leur première conférence, leur premier billet d'humeur. Donc je vous demande de les encourager fortement au moment de leur billet d'humeur. Je remercie nos partenaires, Grenoble École de Management, la Société Générale, les journaux des grandes écoles, ainsi que la librairie de Citre, chez laquelle vous pourrez aller faire une séance, ou monsieur Larrivé faire une séance de dédicace à partir de 18h, donc à la librairie de Citre, 9 Grande Rue à Grenoble. Je vous laisserai y aller à la fin de la conférence si vous voulez acheter son livre Le coup d'État Macron, pardon. Et je vais donc maintenant laisser la place à Benjamin et Thomas pour le billet d'humeur. Merci à tous, bonne conférence. Bonjour Monsieur Larrivé, bonjour à tous. Je propose que nous commencions par le commencement. Vous naissez le 24 janvier 1977 dans le Haut-Rhin, à Mulhouse. Alors que vous n'êtes âgé que de 10 ans, vous êtes déjà un lecteur assidu du Figaro, vous avez déjà choisi votre camp. Et vous envoyez déjà également des lettres à ce même journal à propos du président du moment, François Mitterrand. Sûrement pas en tant qu'admirateur. Il faudra vous dire pourquoi vous signez le collège et tout ça, faut que vous ayez 10 ans de Trajan, on va vous expliquer parce que... Ensuite, en 1996, à 22 ans, vous sortez diplômé de l'IEP de Paris. 19. Excusez-moi. 19 ans, vous sortez diplômé de l'IEP de Paris. Puis, 2 ans plus tard, vous obtenez le diplôme d'une école de commerce peu connue, située dans la campagne parisienne, qui répond au doux nom d'ESSEC. Et bien sûr, comme tout politicien qui se respecte, vous poursuivez vos études à l'ENA, dans une promotion, la promotion Copernic, dont vous sortez 7e. Donc, après vos brillantes études, vous poursuivez progressivement votre chemin jusqu'à arriver en 2002. Vous devenez membre du Conseil d'État. Vous êtes ensuite promu à un poste, somme toute honorable, de directeur des requêtes en 2005. Après ce début de carrière marqué par de nombreux changements, vous considérez qu'il y a assez de pages sur votre CV pour vous lancer dans la vie politique. 2005, c'est l'année à laquelle vous devenez conseiller juridique au cabinet du futur président de la République, j'ai nommé M. Nicolas Sarkozy. À cette époque, alors montant de la droite, il incarne un nouvel espoir en la politique pour de nombreux Français, et plus spécialement pour le peuple de droite. Peuple de droite, parmi lesquels de nombreux fanatiques, fidèles, lui subsistent plus de 7 ans après sa défaite aux élections présidentielles. Continuez. Entre 2007 et 2009, vous continuez votre fulgurante ascension et vous entrez au cabinet de M. Brice Hortefeux, à travers les différents ministères que ce dernier a pu occuper. On parle là bien sûr de Brice Hortefeux, le seul Brice qui a réussi sa vie autre part que dans les Anges ou dans les Marseillais. En 2013, vous êtes aussi membre de la commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Et pour continuer, en 2014, vous vous présentez aux élections municipales à Auxerre, que vous perdez face au maire sortant du Parti Socialiste. Bon, et enfin, venons-en aux choses sérieuses. Vous êtes porte-parole des Républicains de janvier 2016 à décembre 2017. Ah, j'ai failli oublier, vous vous présentez à la présidence du parti, mais vous vous inclinez face à un certain Christian Jacob. Voilà. Ensuite, selon l'Obs, journal qui assume pleinement ne pas partager vos opinions, vous avez longtemps rongé votre frein, et vos petits camarades ne vous voyaient pas forcément jouer les premiers rôles. Certains ironisaient même, il a un profil d'énarque qui veut être en pole position partout. L'immigration de masse devient votre cheval de bataille, vous allez même jusqu'à dénoncer ce que vous appelez le chaos migratoire. Bon, on se dise, la droite chasse les terres BFM, on sait pas trop. En ce qui concerne justement les affaires des ménages, et là on ne parle pas ici de balayer devant sa porte, vous proposez le regroupement familial ainsi que la suppression du droit du sol. Pour continuer, parlons de votre politique intérieure. Dans une proposition de loi constitutionnelle qui visait à améliorer l'efficacité de la Ve République, vous proposez notamment de réduire d'1 tiers le nombre de parlementaires. Pas bête, ça vous fera toujours moins d'opposants politiques. Bon, pour continuer sur votre ligne politique, vous vous opposez à la GPA pour tous, comme d'autres membres de votre famille politique bien sûr, en déclarant, je cite, « Je ne veux pas que dans quelques années, on se réveille hagard dans un monde transhumaniste où l'on créerait des bébés sur mesure en méconnaissant au fond la nature même de l'humanité. » Donc clarifions les choses, GPA, ça ne veut pas dire gros partisan de l'anti-droite. En 2017, vous choisissez de voter blanc au second tour de la présidentielle
Ainsi, vous maintenez votre défiance envers Emmanuel Macron, et plus particulièrement de son exercice du pouvoir, que vous qualifiez de nouvel absolutisme. Absolutisme que vous avez par ailleurs sûrement bien connu lors de la présidence de M. Nicolas Sarkozy, connu pour être un président hyperactif, omniprésent et surtout omnipotent, vous enclin à la petite phrase qu'à la concertation. Cependant, voilà. L'élection d'Emmanuel Macron a un effet dévastateur au sein de votre famille politique, avec le choix d'anciens membres de cette dite famille de rejoindre cette Startup Nation dans un processus qu'on qualifiera de disruptif. Donc pour finir, prenons une de vos citations qui vous résume le mieux. Je cite: « J'ai tout sauf la mentalité d'un courtisan, plutôt d'un officier, j'aime aller au combat. Même si on retrouve un petit air de JCVD, comprenez, vous êtes allé au combat, mais être rentré plutôt bredouille pour l'instant en tout cas. Mais bon, il faut dire que vous évoluez dans un parti en plein bouleversement. Un bouleversement qui va de pair avec une remise en question de certaines institutions, de leur fonctionnement et finalement de tout le régime politique, la 5e République. C'est aussi pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui de vous compter parmi nous pour tenter de répondre à la question « Mais où va donc la 5e République ?» Et nous laissons donc la parole à Louis Groix-Guittet, à Anthony Cohen et à vous, Monsieur Guillaume Larrivé. Merci à tous. Monsieur Larrivé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc le thème de la conférence, comme l'a dit Thomas, mais où va la 5e République? On va commencer par une question assez directe. Vous parlez dans votre dernier livre de coup d'État Macron. Le thème de notre conférence est « Mais où va la 5e République ?» Selon vous, en quoi la présidence Macron travestit les institutions? Bonsoir à tous. Merci d'abord à ceux qui ont fait cette petite présentation gentille au fond, un peu ironique parfois. Je me suis à peu près reconnu dans le portrait. Et j'ai surtout l'impression de rajeunir en venant vous voir parce que, comme je disais à Anthony et à ceux qui m'ont invité, c'est quand même un éternel recommencement. Quand j'étais en école de commerce, on avait aussi des soirées de débat, c'était plutôt le mardi soir, on recevait une personnalité, à Sciences Po pareil, enfin bref. On fait un quart de siècle après à peu près la même chose. Pourquoi vous parlez de la 5e République? C'est une manière de vous parler de la politique de manière non partisane, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on partage ensemble un peu un regard sur les institutions. Et je vais commencer mon propos en évoquant les slogans des campagnes présidentielles réussies. En 2007, ensemble, tout devient possible. C'était le slogan de Nicolas Sarkozy. En 2012, le slogan de François Hollande, c'était le changement, c'est maintenant. Et en 2017, le slogan de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, c'était bien sûr, vous vous en souvenez, En Marche. C'est pas que anecdotique. Et dans une école de commerce, vous faites du marketing, vous savez l'importance de nommer le produit que l'on cherche à vendre et à mettre sur le marché. Ces non-produits, ces slogans, ils sont évidemment hyper volontaristes et à certains égards, ils sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils contiennent en eux-mêmes l'idée que la seule élection d'un homme, Sarko, Hollande ou Macron, va produire ipso facto, presque par magie, une modification profonde de l'état des choses. Ensemble, tout devient possible, tout va être possible. Le changement, il ne va pas devenir plus tard, il va devenir maintenant, et on va être en marche vers quelque chose. L'idée, au fond, que l'élection présidentielle va être l'instant unique de la délibération démocratique et de la décision publique. Comme si, dans les quelques semaines d'une campagne présidentielle et dans les quelques heures du dimanche électoral de désignation du président de la République, allait se concentrer, au fond, l'essentiel de la démocratie. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas un scoop que de souligner l'importance extrême de l'élection du président de la République, mais je veux développer mon propos en vous faisant réfléchir déjà presque à l'imposture de ces slogans. Vous savez bien que la perfection n'est pas de ce monde et vous êtes suffisamment avancé dans la vie pour, comment dire, vous être déjà heurté au principe de réalité
Et vous savez bien que l'élection d'une personne ne va pas tout de suite tout changer sur tout. C'est pourtant quand même, à bien des égards, ce que les campagnes présidentielles, dans la République d'aujourd'hui, laissent entendre au peuple français. Vous allez désigner la personne qui, tout de suite, va tout changer. Nous vivons dans un système qui est un système profondément présidentialiste. À certains égards, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul pouvoir politique. Je suis député. Je suis donc membre de l'Assemblée nationale, composante essentielle du pouvoir législatif. Bon. Si je me réfère aux catégories classiques du droit constitutionnel ou de la pensée politique, on distingue habituellement le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et puis l'autorité judiciaire, et puis il y a l'idée qu'il y a plusieurs pouvoirs, qu'il y a un équilibre des pouvoirs. De manière plus précise, il y a bien dans la Ve République l'idée que le pouvoir législatif, et plus exactement l'Assemblée nationale, contrôle le gouvernement qui a été nommé par le président de la République, si bien que le gouvernement finalement est à mi-chemin, nommé par le président de la République, mais contrôlé par l'Assemblée nationale, procédant donc du premier, le président, mais ne pouvant pas agir s'il n'a pas le soutien de le second de l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est la théorie. Je ne suis pas là pour faire un cours de droit constitutionnel de première année de Sciences Po. La pratique, aujourd'hui, c'est un système hyper présidentialiste, où en réalité, tous les pouvoirs de l'État se concentrent à l'Élysée. Vraiment. Et je ne dis pas cela seulement en opposant Emmanuel Macron. D'un point de vue technique, presque descriptif, je veux vraiment vous expliquer cela. On est dans un système extrêmement présidentialiste. Pourquoi ? Parce que la légitimité essentielle vient de l'élection au suffrage universel direct du président de la République, bien sûr. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. La seule personne en France qui est désignée par l'ensemble des Français, c'est le président de la République. Les députés, nous sommes, en théorie, nous aussi, les élus de la nation, mais dans les faits, nous sommes désignés par une partie de la nation, puisque le raisonnement qui veut que nous soyons de manière universelle les députés de la nation tout entière, ce raisonnement se heurte à la réalité, c'est qu'on est élu dans une circonscription territoriale, en réalité. Donc on voit bien qu'il y a une seule personne qui est totalement dépositaire, au fond, d'une légitimité issue du suffrage universel direct. Ça, c'est une première donnée. Il y a un deuxième élément à avoir à l'esprit pour évoquer ce présidentialisme, c'est que le gouvernement est extrêmement effacé. Le gouvernement aujourd'hui, le Premier ministre et les ministres, sont en réalité des collaborateurs du président de la République. Certains d'entre eux sont quasiment comme des directeurs de service, comme des directeurs d'administration, avec un profil qui est plutôt un profil technique, administratif. D'autres n'ont pas ce profil technique et sont plutôt au fond des porte-parole médiatiques. Ils sont un titre de ministre ou de sous-ministre, on appelle ça le secrétaire d'État. Plus exactement de sous-ministre, on appelle ça ministre délégué, ou de sous-sous-ministre, on appelle ça secrétaire d'État, mais ce sont plutôt des porte-paroles qui sont là pour aller dans les médias, exprimer au fond la parole gouvernementale. Et à certains égards, le Premier ministre lui-même s'efface. Il n'est pas vraiment le chef du gouvernement, il est le porte-parole du président auprès de l'Assemblée nationale, lors de ces fameuses questions d'actualité du mardi, et il est aussi un porte-parole du président à l'égard de l'opinion publique et des différents corps intermédiaires qu'il reçoit en consultation en matinée. Enfin, on voit bien que le gouvernement n'a pas vraiment d'existence propre et qu'il est comme effacé derrière le président et derrière ceux, au fond, qui sont ses vrais ministres et qui sont ses plus proches conseillers. Vous avez dans le Prince de Machiavel, au fond, une définition du ministre, le vrai ministre, comme étant celui qui partage avec le prince la charge de l'État et qui est uni au prince dans un rapport de réciprocité, de confiance mutuelle, il partage les charges de l'État avec lui. Aujourd'hui, le secrétaire général de la présidence de la République, dont vous connaissez à peine le nom, Alexis Kohler, partage beaucoup plus les charges de l'État avec Emmanuel Macron que ne le font la plupart de ceux qui ont le titre de ministre. Il voit beaucoup plus le président, il est dans un colloque singulier avec lui, il a le bureau d'à côté, quasiment, il est
beaucoup plus ministres au sens intellectuel et pratique du terme que ceux qui en ont le titre et qui sont plutôt des porte-parole vis-à-vis des médias. Donc hyper-concentration de l'exécutif, bien sûr, dans les mains du président de la République, avec un effacement du gouvernement, et avec aussi, dans le système actuel, c'est très prononcé, une affirmation très forte du pouvoir de la technocratie. J'en parle avec expérience, j'en viens, j'ai été conseiller du président de la République aussi, pas l'actuel ni le précédent, mais Nicolas Sarkozy, en 2011-2012, à l'Élysée. Le pouvoir de la technocratie, et je dis ça pas du tout de manière péjorative, de manière descriptive, est très fort, le pouvoir des administrations centrales. La preuve en est d'ailleurs qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui lui aussi vient de la technocratie, il vient de l'inspection des finances, aujourd'hui, il convoque parfois directement les directeurs des administrations centrales sans la présence des ministres. Vous voyez bien ce que ça donnerait dans une boîte. Si le CEO de l'entreprise convoque des directeurs de filiales sans les échelons intermédiaires, c'est bien que les échelons intermédiaires en réalité ne comptent pas. On a bien une affirmation très forte de la République lui-même sur les administrations, et les administrations sont en réalité ses principales collaboratrices, avec souvent un poids à l'intérieur de l'État supérieur à celui des ministres. Hyper-concentration de l'exécutif dans les mains du président, et parallèlement, ou en conséquence plutôt, effacement des autres pouvoirs politiques, et même, à certains égards, démolition des autres pouvoirs politiques. J'en viens un peu au Parlement. Le malheureux Parlement est, dans ce système politique, considérablement affaibli. Considérablement affaibli, alors pour partie il l'a bien cherché, parce qu'il n'a parfois pas suffisamment travaillé, il a parfois une tendance, il y a bien longtemps, dans les années 50, sous la 4ème République, à se prendre pour ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire à se prendre soit directement pour le peuple, soit pour le gouvernement. Il a donc été remis à sa place au début de la 5ème République, à partir de 58, mais au fil des décennies, il a même perdu la place qu'il avait dans les années 60. Vous avez aujourd'hui une Assemblée nationale, je le dis avec une forme de tristesse, mais je pense de lucidité, qui est composée pour l'essentiel de députés qui ont été élus au mois de juin, en collant leur tête sur une affiche à côté de celle du président de la République. Ce qui est une dégradation et une humiliation terrible pour les députés. Les députés ne sont pas des collaborateurs de l'Élysée. Ils sont censés former un pouvoir, non seulement un pouvoir autonome, mais un pouvoir de contrôle de l'exécutif. Ils ne sont pas censés être des collaborateurs ou des espèces de cadres moyens d'une boîte dont le PDG sont le président de la République. Ce n'est pas du tout l'idée. Bon. Et malheureusement, on voit d'ailleurs dans tous les départements, y compris dans l'Isère, bon, les députés du groupe majoritaire sont souvent, en réalité, certes élus par les gens, mais ils sont élus immédiatement dans la foulée de l'élection présidentielle, et on a donc une majorité qui est très subordonnée bien sûr au président de la République, au point qu'en réalité elle se contente pour l'essentiel de lever le bras en approuvant. Alors évidemment je ne dis pas qu'individuellement ce sont des personnes qui n'ont pas de valeur individuellement, mais collectivement vous avez une Assemblée nationale dont la majorité est extrêmement soumise à l'Élysée. À l'heure de l'information continue, des réseaux sociaux, des sites nosdéputés.fr et tous ces trucs, beaucoup de députés essaient de s'agiter et de faire semblant d'agir, déposant par centaines des amendements, multipliant les questions écrites, multipliant les tweets et les posts Facebook pour montrer qu'ils existent. Mais en vérité, le poids, hélas, de l'Assemblée nationale au sein de l'État est extrêmement faible, y compris dans les pouvoirs de contrôle en cas de crise. J'ai été l'un des acteurs de cette pitoyable affaire Benalla au mois d'août 2018. La malheureuse commission d'enquête, dont la majorité des membres étaient par définition membres du parti majoritaire, elle était totalement pilotée par l'Élysée, cette commission d'enquête. Il était quasiment impossible d'auditionner des personnalités soumises à la question, parce que l'Élysée ordonnait aux députés macronistes de ne pas bouger. C'est d'ailleurs pour ça, sans tomber dans l'anecdote, que je m'étais résolu à faire exploser la commission d'enquête pour expliquer à l'opinion publique que ça ne pouvait pas fonctionner. Concentration des pouvoirs à l'Élysée, soumission de l'Assemblée nationale. Le Sénat résiste un peu comme lieu de contre-pouvoir, mais il n'est pas, dans le système institutionnel, l'égal de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais le dernier mot. C'est normal, hein, il n'a pas de légitimité directe du suffrage universel, il est l'élu des élus, il est d'abord l'élu des maires, il existe, il est beaucoup plus autonome, parce qu'il n'est pas élu selon le même calendrier et la même procédure que les députés,
Il est autonome, mais il n'a pas un pouvoir central au cœur des institutions de l'État. On a donc un système très présidentialiste. Mais, et c'est le cœur de mon propos que je vais accélérer pour vous vraiment laisser le temps d'une grande discussion. Ce présidentialisme affiche l'apparence d'un pouvoir personnel très fort. Mais il y a un paradoxe. Et c'est vraiment le cœur de mon propos. J'appelle ça le paradoxe du fort faible. Qu'est-ce que ça veut dire? En apparence, vous voyez le président de la République, alors les journalistes avaient appelé ça Jupiter. Jupiter, c'est pas très intelligent, c'est un peu simplé, je trouve, comme critique. Jupiter, le dieu des dieux. Enfin, on voit bien ce que ça veut dire. La verticalité. J'explique dans le bouquin, je me suis bien amusé à cela en décrivant certaines scènes, l'art qu'a Emmanuel Macron de mettre en scène son pouvoir en essayant de chercher une légitimité historique extrêmement théâtralisée. Ça a commencé dès le premier jour dans la cour du Louvre. On voit bien qu'il y a toute une mise en scène néo-monarchique du pouvoir, l'apparence d'un pouvoir très très fort. Mais une réalité qui me paraît absolument fondamentale d'expliquer. Le paradoxe du fort faible. Ce pouvoir apparemment très fort est en réalité vidé de son contenu par une évolution qui est bien antérieure à Macron, qui en réalité a commencé vraiment dans le début des années 70. Cette évolution, c'est la juridictionnalisation. Pour le dire de manière plus claire, vous avez, depuis le début des 70, un transfert de pouvoir de la démocratie représentative, Assemblée nationale et président de la République, vers des autorités juridictionnelles, vers les cours suprêmes. Ça peut paraître technique, mais c'est absolument fondamental. Le Conseil constitutionnel d'abord, dès 71. Le Conseil d'État, la maison d'origine aussi, à partir de la fin des années 70. La Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg, s'est affirmée elle aussi beaucoup par une jurisprudence très créative depuis plusieurs décennies, mais surtout depuis le début des années 2000. Je pourrais développer tout ça. Mais ces jurisprudences de Cour suprême, vous avez aussi dans une large mesure la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, ces cours suprêmes, un peu la Cour de cassation aussi, ces cours suprêmes, en réalité, écartent la loi, ou la subordonnent à des jurisprudences, lesquelles sont fondées pour partie sur la lecture des dispositions de la Constitution ou des stipulations de droit international, de la lecture, mais pour partie aussi, non pas seulement sur la lecture, mais sur une forme de création. Beaucoup de professeurs de droit contesteraient cela, mais c'est vraiment la thèse que je soutiens en homme politique. Les cours constitutionnels, les cours suprêmes, sont devenus, au fond, jurislateurs, c'est-à-dire créateurs, créatrices de droit. On pourrait illustrer ça de mille manières. Lorsque le Conseil constitutionnel décide, par exemple, de juger que le mot fraternité dans la devise de la République a un contenu juridique, lorsque le Conseil constitue, je disais par exemple, décide en juillet 2018 de donner un contenu juridique à un mot de la devise de la République, il fait un acte politique. Il décide d'aller censurer une loi parce qu'il va, en réalité, faire prévaloir son interprétation d'un mot dans la Constitution sur le choix politique de l'Assemblée nationale. Je le dis en l'occurrence, le Conseil constitutionnel en 2018, il censure une loi qui avait été une loi votée sur l'initiative de Manuel Valls et de François Hollande. Mon propos n'est pas politique, c'est juste descriptif. Il y a une loi, elle est censurée parce que le Conseil constitutionnel interprète un mot de la Constitution. Si je voulais le dire en termes un peu plus philosophiques, je vous dirais en fait qu'on assiste à une victoire totale de Locke sur Hobbes. Est-ce que ça vous parle un peu ? Un peu. Hobbes, c'était le Léviathan. C'est l'idée que vous et moi, personne, on délègue une partie de notre liberté, un truc qu'on appelle l'État, parce que c'est l'État qui va éviter qu'on se fasse égorger dans la rue. C'est ça la définition basique de l'État selon Hobbes.
On peut développer 1000 fois, mais c'est bien ça. Je délègue une partie de ma liberté à une personne commune qui est l'État, parce que l'État va assurer la sûreté, la sécurité, et même créer d'ailleurs les conditions de ma prospérité, de ma capacité à commercer, enfin bref, je transfère une partie de ma liberté vers l'État. Locke, dans son traité de gouvernement civil, un peu plus tard, lui dit attention, monsieur le Léviathan, il faut quand même qu'il y ait des limites à tout ça. Les limites, c'est d'abord l'origine de l'État. L'origine, c'est le consentement mutuel. Il faut toujours qu'il y ait du consentement. La limite aussi, c'est la finalité de votre pouvoir, monsieur l'État. La finalité, l'objectif de votre pouvoir, ça doit être le bien commun. Et l'État, par conséquent, doit avoir des limites. Quand il n'y a pas de limite, le Léviathan, il devient l'État totalitaire, nazi ou communiste du XXe siècle. Bon. Donc on voit bien qu'il faut des limites. Et les cours constitutionnels sont bien issus en réalité de cette tradition libérale, au fait. J'évoquais Locke, on pourrait aussi évoquer, plus proche de nous, Tocqueville, Benjamin Constant ou Raymond Aron, tradition libérale qui dit qu'au fond, il faut tracer, et tant mieux, une limite à l'État. Le problème contemporain, selon moi, c'est que, à force de tracer les limites, on a tellement poussé les limites qu'on a effacé le Léviathan, à certains égards. On a réduit considérablement le pouvoir de l'État. Et surtout, ces limites, elles ne sont pas tracées par les organes démocratiques. C'est pas moi, l'Assemblée nationale, et mes pairs, PIRS, qui traceront ces limites. C'est plutôt les 9 membres du Conseil constitutionnel ou les juges supranationaux de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, je mets des petites graines pour votre réflexion. Il y a un truc qui est quand même intéressant. Le cœur régalien de l'État, limité par des organes qui ne sont pas directement issus du suffrage universel et qui ne sont pas des organes représentatifs. Et à certains égards, et je vais revenir à l'actualité immédiate, Gilets jaunes et CEDH, même combat. Je m'explique. Le gilet jaune qui va sur son rond-point, il conteste les députés, les ministres, le président de la République, il conteste tout ce qui semble investi d'une parcelle de pouvoir démocratique représentatif. La CEDH ou le Conseil constitutionnel, avec un style tout à fait différent des gilets jaunes sur les ronds-points, mais conteste aussi, au fond, la capacité des institutions démocratiques représentatives à faire des choix, à décider d'actions, à obtenir des résultats, c'est-à-dire à faire de la politique. Et au fond, et ensuite je vais vraiment vous laisser répondre, directement, vous laisser m'interroger, moi peut-être c'est de répondre, à la question où va la 5e République, j'ai envie de dire de manière extrêmement provisoire qu'en apparence, elle est ultra-présidentialisée, mais qu'en vérité, elle est presque énucléée, éviscérée, enfin que sais-je, elle est presque vidée. Et je pense que ça pose un gros problème. Je vais conclure. Ce problème, c'est celui du malaise français. Vous voyez bien, il suffit d'ouvrir un écran de télévision et de regarder un talk show, la défiance, la contestation, le mal-être, la montée aussi de diverses formes de contestation. Je pense que ces formes de contestation, elles tiennent, et je vais m'arrêter là, à ce que le pouvoir n'exerce plus le pouvoir. Pour le dire de manière plus simple, il y a beaucoup de citoyens qui ont le sentiment de voter, et qu'après le vote, au fond, les résultats ne sont pas délivrés, pour employer un anglicisme. Et pour partie, de mon point de vue, ils ne sont pas délivrés parce qu'on a un dysfonctionnement institutionnel majeur. Et je pense, et ce sera vraiment la conclusion de ma conclusion, que l'un des enjeux majeurs pour 2022, pour la prochaine grande échéance nationale, ce sera de savoir comment le pouvoir peut à nouveau exercer le pouvoir. Est-ce qu'on est ou pas capable de s'organiser pour reprendre le contrôle et pour obtenir, en réalité, par le système démocratique, des résultats politiques au service des Français. Voilà ce que je voulais dire en introduction, en m'excusant d'avoir été un peu long peut-être. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Larrabé. Merci pour vos applaudissements. Bonjour monsieur Larrabé, bonjour à toutes et à tous. En ce qui me concerne, je vais vous poser une double question, une un peu tranchante qui va vous bousculer. La première, c'est par rapport au titre de votre ouvrage, le petit livre rouge, le coup d'État Macron.
c'est quand même très fort. Est-ce que Macron serait une menace pour notre démocratie? Ce serait la première question. Et la deuxième, c'est, vous critiquez énormément ce système très présidentialiste. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il ne faudrait pas refaire une 6e République? Et si oui, quel serait le visage de cette 6e République, comme un Mélenchon pourrait le prôner? Alors, je ne suis pas du tout partisan de la 6e République, parce que ça ne veut rien dire, en réalité. Bon, la première République, c'est 1792, la deuxième, c'est 1848, la troisième, c'est la fin du 19e, la quatrième, c'est 46, la cinquième, c'est 58. Bon, c'est pas que une question de numéro, si vous voulez. Et le mot 6e République, vous avez raison d'évoquer le nom de Mélenchon, le mot 6e République, au fond, il a été presque capturé dans le débat public par la France insoumise. Et du coup, la marque, si j'ose dire, est prise, et ça ne veut plus dire grand-chose. Mon point, c'est pas de changer de numéro de la République. Mon point, c'est quand même dingue. Mon point, c'est pas de changer le numéro de la République, c'est d'essayer de vous convaincre les Français de manière générale, qu'on ne peut pas tout attendre d'un même coup. Et à certains égards, j'aimerais qu'on revienne à l'esprit de ce qu'était initialement la 5e République. Je ne suis pas du tout contre la 5e, je suis pour que la 5e redevienne la 5e. D'expérience, on peut faire des réunions sans micro, mais ça vous bouffe 2 fois plus d'énergie. Et franchement, bon, c'est pas de votre faute, hein, mais c'est super agaçant. J'ai essayé une dernière fois. Voilà. Comme dirait Nicolas Sarkozy, je m'énerve pas, j'explique, mais c'est vrai que sans micro, c'est... Bon. Donc, la 6e République, si c'est le slogan de Mélenchon, ça veut rien dire. Mon point, c'est de dire que la 5e, c'est pas une dictature présidentialiste. Ça doit être un régime équilibré, où certes il y a un chef de l'État qui incarne la nation, qui est en charge de l'essentiel, mais il y a aussi un vrai gouvernement avec de vrais ministres qui dirigent vraiment leurs administrations, qui connaissent vraiment leurs dossiers, qui sont capables de négocier pour de vrai avec le Parlement, qui sont capables pour de vrai d'échanger avec les citoyens. Et puis il y a un Parlement avec des gens qui certes ne se prennent pas pour le président de la République, mais enfin qui se prennent pour ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des députés contrôlant vraiment le gouvernement et votant vraiment les lois. C'est ça en réalité le régime idéal. Et je le dis avec beaucoup de simplicité. Pas forcément chercher une innovation institutionnelle permanente. Il faut peut-être revenir à l'esprit des institutions. Moi je trouve que c'est très méprisant vis-à-vis des Français que de faire une campagne présidentielle en disant je vais tout de suite là produire le changement immédiat sur tous les sujets. Je trouve que c'est une manière presque adolescente en réalité de s'adresser aux gens, comme si il n'y avait pas de principe de réalité, qu'on était seulement guidé par le principe du désir. À partir d'un certain âge, à peu près au moment de l'âge de raison, chacun sait dans sa vie qu'il y a des limites au principe du désir et qu'il y a le principe de réalité. Et moi j'aimerais en réalité qu'on parle aux citoyens de manière adulte. Voilà. Alors pourquoi j'ai appelé ça le coup d'État? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'était un peu un clin d'œil à François Mitterrand. François Mitterrand, en 1964, avait écrit le coup d'État permanent contre le général de Gaulle. Le coup d'État permanent,
C'est un essai pamphlétaire qui était créé avec beaucoup de mauvaise foi, mais avec beaucoup de style et beaucoup d'allure. C'était une sorte de clin d'œil que je faisais un peu au coup d'État permanent. Et puis c'était aussi une manière de dire qu'Emmanuel Macron, avec talent et avec audace, pour le coup, avait réussi quelque chose d'extrêmement audacieux, qui consistait au fond à se glisser sur les chemins de l'ancien monde, pour partie pour le subvertir, cet ancien monde, mais aussi pour partie pour comment dire, en être le meilleur héritier. Moi, je pense que ce qui a été vendu comme le nouveau monde est à bien des égards le pire de l'ancien monde. C'est un principat présidentialiste. C'est pas du tout une manière nouvelle d'inventer la politique. Au contraire, je vais même jusqu'à dire qu'à bien des égards, dans sa pratique du pouvoir, il se rattache à une très longue tradition de despotisme éclairé. Rien de très nouveau sous le soleil en réalité. Voilà, enfin, j'explique ça sur 200 pages, mais c'était une manière un peu provocante d'expliquer la difficulté institutionnelle que posait son avènement. J'ajoute, sans être trop long, que le sous-titre est aussi important que le titre. Le sous-titre, c'est le prince contre la nation. Le prince, bien sûr, par référence au prince machiavélien, au prince de Machiavel, contre la nation. Parce que j'interroge aussi beaucoup dans le bouquin le rapport du président de la République à la nation. Je pourrais développer si vous voulez, mais je soutiens qu'il est le président post-national. Il est le président de l'après-nation. C'est un autre sujet. Et au niveau de la politique pendant partisane, beaucoup de votre camp ont quitté les Républicains pour rejoindre Champ en Marche. Une autre partie des Républicains prône un rassemblement avec le Rassemblement national, notamment toute la frange qui est proche de Marion Maréchal Le Pen, qui elle veut casser les digues entre le RN et les Républicains. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition politique? Et est-ce que vous pensez que réellement il existe encore un espace pour les LR? J'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus aujourd'hui. Je vais le faire si vous voulez, mais l'avenir de la structure LR en tant que telle n'a aucun intérêt. Je suis provocateur en disant ça. Un parti politique, c'est une structure, c'est une coquille. Ce qui compte, c'est les idées, c'est le chemin qu'on trace ou pas pour les Français, c'est la capacité aussi qu'on a à s'organiser. Je ne suis pas en train de vous dire que les partis politiques sont morts, mais c'est une question seconde. Elle a son intérêt, hein. Mais je ne suis pas en meeting, là, un truc de militant. La structure LR, elle est bien malade, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de la secouer récemment, en proposant un chemin très nouveau aux adhérents. Bon, je ne suis pas parvenu à ce stade, même si dans cette affaire j'ai gagné ce que je cherchais, c'est-à-dire ma liberté. Je cherchais à être libre, à dire ce que je pensais. Voilà. La structure LR aujourd'hui, elle est extrêmement affaiblie. Pas dire le contraire. Pour les raisons que vous avez évoquées en partie, par manque de leadership, enfin bref, mais je ne suis pas le porte-parole de LR aujourd'hui. J'étais le porte-parole de Nicolas Sarkozy il y a bien longtemps. Là, je m'exprime vraiment à titre totalement personnel, en libre. Et dans ma tête, d'ailleurs, je suis de plus en plus libre et j'ai de plus en plus envie de m'exprimer à titre personnel. J'ai aucune responsabilité dans l'équipe dirigeante de LR actuellement. Je suis membre de tas de comités, de bidule, de machin, mais je ne suis pas un collaborateur de mon préserve, ni encore moins un adjoint de l'actuel président des Républicains. J'ai une question pour ça. Vous avez été candidat à la présidence des Républicains. Ouais. Quel sens a cette candidature? Vous nous entendez au fond ou vous voulez faire un jeu? Pourquoi avoir candidaté, je pense, si vous me permettez l'expression. Ah super. Pourquoi avoir été candidat à la présidence des Républicains? Quel était le sens de cette candidature? La salle a le droit de poser des questions aussi. Oui, Oui, je suis d'accord. D'accord. Très démocratique en fait. Bon, ben, j'ai été candidat à la présidence des Républicains parce que fondamentalement, ça fait une dizaine d'années que ce parti politique perd toutes les élections. Si on résume. J'ai été candidat à la présidence des Républicains parce que ça fait quasiment 10 ans que toutes les élections sont perdues. Alors on me demandait pourquoi. Ah oui, là ça donne, hein. Bravo.
au-delà de mon cas personnel. À quoi ça sert un parti politique? C'est ça la question. Un parti politique, c'est pas une caserne. Pas une caserne. Un parti politique, c'est pas non plus un fan club. Vous devez dire Macron, 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 en marche, en marche, en marche. Je pense que ce n'est pas seulement un fan club. Un parti politique, c'est une organisation qui, au terme de la Constitution, c'est l'article 4 de la Constitution, est censée participer au débat public et concourir à l'expression du suffrage, c'est-à-dire faciliter, c'est censé faciliter, un parti politique, l'expression par le peuple français de ses choix politiques, c'est ça. Et en cela, c'est intéressant, un parti politique. Quand même un lieu où, globalement, vous avez des gens qui sont patriotes, qui ne sont pas indifférents, qui sont militants, c'est-à-dire qui ont envie de s'engager. Ça, c'est la théorie. La réalité dans la France de 2019, c'est que les partis politiques sont considérablement affaiblis, comme beaucoup de structures collectives d'ailleurs. Les syndicats dans l'entreprise sont extrêmement affaiblis, les organisations professionnelles pour les chefs d'entreprise sont eux aussi invités à se remettre en cause, et les partis politiques sont très affaiblis. Leurs militants sont très respectables, mais sont souvent très vieillissants. Parfois, les partis politiques sont des syndicats d'élus, une espèce de cartel de gens qui sont là pour défendre leur mandat. Globalement, les partis politiques produisent très peu d'idées. Un bouquin, c'est pas un parti politique qui produit, c'est un homme ou c'est une femme. Il y a beaucoup plus de vitalité intellectuelle en dehors des murs partisans, à droite comme à gauche, au centre, que dans les structures partisanes. Pour être dans une structure partisane depuis pas mal de temps, je peux vous dire qu'on n'est quand même globalement pas épaté par la créativité, l'imagination, la capacité à tracer un chemin, à aller chercher des idées nouvelles, à regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est triste à dire, mais c'est quand même une réalité. Ce sont souvent des machines pour l'organisation de combats électoraux, mais ce sont quand même assez peu les lieux de production des idées. Alors pourquoi s'y investir quand même? J'ai tenté le coup parce que, voilà, on est républicain et avant l'UMP, on fait toutes les élections depuis 10 ans. Je me disais que ma génération doit un peu prendre ses responsabilités. Surtout, j'ai plus envie de faire semblant. J'ai pas envie d'être au premier rang, en train d'applaudir des discours creux, avec les mêmes mots creux, les mêmes mots valises, les mêmes gens qui vous disent depuis tant d'années, il faut vous rassembler, il faut... Il y a tellement de mots creux, tellement de mots vides, que j'avais plus envie de faire semblant. Voilà. C'est pour ça que j'étais candidat. Maintenant, j'ai pas été élu, je m'en vais, j'ai la liberté d'expression, et puis on verra. C'est pas très très important. D'un point de vue international, il y a un phénomène qui, à la fois en Europe mais également aux États-Unis, est apparu, c'est-à-dire un nouveau clivage mondialiste-populiste. Donc on va avoir mondialiste Justin Trudeau, Emmanuel Macron, et face aux populistes, entre guillemets, Trump, Salvini, et toute cette frange populiste. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau clivage, et est-ce qu'il va remplacer à terme, ou est-ce qu'il a déjà remplacé le clivage gauchois? Ce que je pense pour la France, c'est que on a un paysage politique qui n'est plus structuré par le clivage gauche-droite à ce stade, qui n'est pas vraiment structuré totalement par le clivage que vous venez d'évoquer, mondialiste, insider, Jean heureux versus nationaliste, agressif, exclu, Jean malheureux. Je trouve que c'est un peu ça qui fait peur. Je pense que c'est pire que ça. Je pense que le paysage politique aujourd'hui en France, il est complètement éclaté. Et instable. Éclaté au carré, si j'ose dire. À mesure des fractures françaises. Vous avez peut-être lu, vous auriez intérêt à le lire, en tout cas en lire une synthèse, un bouquin que Jérôme Fourquet, au mois d'avril, a sorti, L'Archipel français. Vous avez peut-être déjà un peu rebattu les oreilles. Ça formalise assez bien les intuitions que vous pouvez avoir quand vous allez dans la rue. Moi, dans un bouquin de 2017 que j'avais appelé Insoumission, j'avais appelé ça le manteau d'Arlequin. Vous savez, le manteau avec plein de petites taches de couleur. Bon, à certains égards, le manteau d'Arlequin, c'est déchiré. Vous avez les clivages sociaux,
bien sûr, avec un certain retour des luttes des classes à certains égards. Un clivage entre un bloc élitaire et un bloc populaire. Vous avez des clivages quasiment ethniques, avec dans certaines parties du territoire national des quasi-ghettos qui concentrent beaucoup de difficultés. C'est Manuel Valls qui nous entend de parler de ghetto. Clivages sociaux, clivages ethniques, fractures culturelles. À certains égards, vous avez une sécession des élites. On le voit bien dans certains, je suis sûr de vos amis, qui ne rêvent que d'aller à Londres, à New York ou à Singapour, avec l'idée chez certaines de ces élites qu'au fond, elles sont plus proches culturellement de personnes qui ont à peu près le même genre de vie dans d'autres pays que de personnes de notre pays qui ont des vies très différentes. Bref, il y a plein de clivages, il y a plein de fractures. Fractures territoriales aussi. Moi, je suis député de 111 petites villes et villages de Bourgogne. Et je suis aussi parisien, la moitié de la semaine. D'ailleurs, les électeurs d'Orléans le savent. Si je suis député, c'est aussi parce que j'habite à Paris. Je vois bien ce clivage territorial. Une métropole comme Grenoble versus un village ou une petite ville périurbaine à côté de Sarre, ce sont des bouts de France qui se regardent en chien de faïence. Donc il y a plein de clivages, et la carte politique, de mon point de vue, reproduit ces clivages. Et je ne pense pas que la ligne de partage soit aussi simple que mondialiste versus populiste. Alors, ce qui contredit ce que je viens de vous dire, en apparence, ce sont les résultats électoraux de mai 17 et de mai 2019. Puisqu'après tout, ce sont les Français qui ont choisi, peut-être par défaut, enfin ils ont choisi, en mai 2017, l'affiche Macron-Le Pen, et en mai 2019, l'affiche Le Pen-Macron. C'est Le Pen d'ailleurs qui est arrivé en tête en mai 2019. À bien des égards, d'un point de vue strictement politique, et d'un point de vue même électoral, les deux ont intérêt à se choisir et à se mettre en scène comme adversaires exclusifs. À certains égards, ils sont les meilleurs alliés d'un jeu politique qui consiste, pour le président de la République, à considérer que Mme Le Pen est une sorte d'assurance-vie, et pour Mme Le Pen, évidemment, à essayer de se hisser au-dessus de sa condition en ayant comme seul adversaire le président de la République. Donc, il est bien certain que leur intérêt mutuel est de se désigner comme adversaire. Dans le bouquin, je vais juste écrire que si Macron est le prince, Mélenchon comme Le Pen sont les fous de cour. Ce qu'on appelle le fou de cour, le bouffon, à certains égards, c'est celui qui est l'envers du prince, celui qui prend la part du feu, non pas pour que le feu gagne, mais au contraire pour mieux l'éteindre. Vous voyez, une espèce d'articulation et de couple qui existe. Mais est-ce que ça veut dire que le clivage, c'est vraiment ça? Moi, je ne crois pas. Je pense que le vrai sujet, c'est les fractures françaises, l'éclatement du paysage politique, la volatilité aussi, c'est-à-dire le fait que beaucoup de personnes ne se déterminent que dans les heures qui précèdent un scrutin. Et par conséquent, et j'en terminerai par là, il me semble que la vision stratégique qu'on doit avoir quand on fait de la politique, c'est celle de la réconciliation. Je pense qu'il y a beaucoup trop de clivages. Précisément, il y a plein de fractures réelles, pratiques. Et je pense que si la politique consiste à surcliver ce qui est déjà fracturé, alors on fragilise la paix civile. Et je pense que le sujet majeur de 2022, c'est à la fois ce que je vous disais au tout début de mon exposé, c'est-à-dire reprendre le contrôle, faire que le pouvoir exerce vraiment le pouvoir, faire que la politique soit bien une action pratique qui agit sur les choses, qui produit des résultats, que le pouvoir exerce le pouvoir, avec une finalité qui doit être celle de la réconciliation. C'est-à-dire faire que les Français s'aiment à nouveau les uns les autres. Ça peut paraître un peu cucu ou un peu bisounours de dire ça, mais la réconciliation, l'unité nationale, dans un pays qui est à ce point fracturé, à ce point clivé, je trouve que ce message de réconciliation est vital, tout simplement pour la nation. Merci beaucoup, M. Lavet, pour votre intervention. En ce qui concerne Anthony et moi, nous en avons fini avec nos questions. C'est au tour du public de poser ses questions, donc vous n'avez qu'à lever la main et vous pouvez poser une question à M. Lavet. Alors, déjà,
déjà, bonjour Monsieur Larrivée et merci pour votre intervention. Du coup, la question que je me posais, c'est, vous mettez en avant du coup la solution de la réconciliation, mais est-ce que justement un pouvoir présidentiel fort et une figure présidentielle forte, c'est-à-dire se réconcilier autour d'une personne, ne serait pas la meilleure solution? Parce que, comme vous le dites, les élections plus territoriales avec différents intérêts, peut-être, ne pourraient que exacerber ces différentes fractures à la fois territoriales et également sociétales, une fois arrivé à Paris au Parlement. Alors, je n'ai pas la conception monarchique dont on pourrait penser qu'elle est la vôtre. Vous voyez les précautions que je prends. Je ne pense pas du tout, moi, que le tout de la vie nationale puisse s'incarner dans une personne. Précisément, je pense tout le contraire. Je pense que l'illusion de l'élection du magicien, de l'homme ou de la femme providentielle, l'illusion de l'élection du sauveur, ne peut produire que de la déception, et même de la haine, ou parfois du mépris. Démonstration, d'ailleurs, les 3 précédents quinquennats. J'avais commencé mon propos en évoquant des slogans des heures glorieuses de l'avènement présidentiel. Vous avez la même séquence qui se produit, y compris pour Hollande, on l'a oublié, il a été élu pour la République lui aussi. Première année du quinquennat, la grâce. On a élu au sommet de la pyramide quelqu'un qui, très vite, le mur de la réalité. Très vite, la popularité. Très vite, la quasi-inertie, le blocage. Regardez. Alors, selon les tempéraments et des différences, selon l'événement, il y a des différences. Le quinquennat de Sarko, le quinquennat de Hollande, le quinquennat de Macron ne sont pas exactement identiques. Mais enfin, quand même, la séquence élection pseudo-magique, impopularité, blocage et révocation, abdication ou quasi-démission, cette séquence-là, elle se reproduit quand même. Et ça doit quand même nous interroger sur les limites de ce système de mon point de vue débile qui consiste à, tous les 5 ans, dire qu'il y a une personne qui va nous sauver. Moi, je préférais beaucoup, et je vais m'arrêter là, que cette réconciliation nationale dont il me semble qu'elle doit être l'objectif des politiques. Je préférerais de beaucoup, est-ce possible, je le sais, mais j'aimerais qu'elle passe par un vrai projet national. Arrêtez qu'on se mette d'accord, pour être simple, sur les 4-5 ans. Chose qu'on veut vraiment réaliser pour de vrai en 5 ans. Plutôt que de dire, on va élire un mec qui a vraiment un charisme exceptionnel, il va nous mettre en marche, ouais, super, bon, très bien, on est bien avancé. Au bout de 6 mois, on a compris que c'est pas Dieu le Père, évidemment, parce que voilà, les pauvres, à certains égards, on a investi des pouvoirs tellement surhumains qu'il ne peut pas les tenir. Bon, ils s'entourent de nazes absolus, qui ne sont pas des vrais ministres, qui sont juste des porte-paroles, ou voilà. Il fait lire toute une cour de clones qui juste mettent leur tête à côté de l'affiche, voilà, et puis au bout du bout, ça ne marche pas. Voilà. On est en marche arrière. Bon, donc évidemment, ça ne marche pas. Donc plutôt que ça, moi je ne cherche pas du tout, d'ailleurs je l'écris dans le bouquin, je ne cherche pas du tout, est-ce que la droite, j'ai envie d'appeler la droite, je ne veux pas trop ce terme, cherche à dire un prince remplaçant un autre prince, c'est pas ça le sujet. Je pense que si on veut vraiment reprendre le contrôle, si on veut vraiment que le pouvoir fasse le pouvoir d'une part, et que d'autre part, on a un projet de réconciliation nationale, je pense qu'il faut aussi une autre méthode. Bonsoir, monsieur Larrivée. J'ai une question, parce que vous avez parlé des Gilets jaunes, mais je trouve que le sujet est assez important. Vous en avez pas assez parlé. Des Gilets jaunes, pardon, il faut que je m'approche un peu. Ça fait donc 1 an maintenant que les Gilets jaunes existent. On a fêté l'anniversaire, enfin ils ont fêté l'anniversaire il y a 10 jours. On peut les supporter, chacun fait comme il veut. Et ça fait 1 an aussi que j'ai l'impression que les Républicains ont du mal à se positionner sur le sujet. Ça fait 1 an qu'on a des manifestations, qu'on a un peu de recul du gouvernement qui a accordé 10 milliards, et ça va pas plus loin que ça. Et puis 1 an aussi d'extrême violence dans le pays, des deux côtés, violence policière, violence des manifestants, Black Bloc qui sont revenus en masse.
Donc, selon vous, quelle est la position des Républicains? Parce que ça fait donc 1 an qu'on attend une position claire des Républicains, et les Républicains ne sont jamais positionnés sur ce sujet, ni sur les violences policières, ni sur autre chose. Voilà, merci. Je ne vais pas jouer au prophète, je vais vous lire un paragraphe de mon bouquin. Il n'est jamais mieux servi par soi-même. Mon bouquin, je le sors à peu près le 10 novembre, le 12 novembre, je crois, le 12 novembre 2018, juste avant les premières manifs des Gilets jaunes. Et naturellement, quand vous sortez un bouquin le 12 novembre, c'est que les épreuves sont toutes écrites à peu près fin septembre. Je disais qu'il y avait dans le pays non pas seulement une inquiétude, mais une colère, nourrie par un puissant sentiment d'humiliation. Le président de la République aurait bien tort de sous-estimer la force. L'histoire nous apprend que cela peut être le carburant d'un affrontement violent. La paix civile ne tient que si le contrat social a encore un sens. Qu'ils prennent garde, Macron, à ne pas le briser et à provoquer demain ou après-demain les prémices d'un désastre. Moi, je sentais venir un peu, je ne joue pas au prophète, d'autres l'ont mieux que moi, l'ont mieux vu, mais je sentais venir, parce que je suis député de Lyon, en réalité, c'est-à-dire député des petites villes et de villages, où cette France des Gilets jaunes, en réalité, s'exprimait déjà, j'avais senti venir ça, le ressentiment, le sentiment d'humiliation, les fractures territoriales, le fait qu'il y allait avoir une contestation populaire, une quasi-jacquerie, au fond, une expression souvent très digne de braves gens ordinaires qui disent, au fond, le système politique, vous ne vous souciez pas assez de nous, vous ne faisiez pas de résultats, et ça ne va pas bien. Cette contestation, elle est assez peu porteuse de propositions structurées. Il faut bien le reconnaître, il y a plein de propositions dans tous les sens, mais à certains égards, il faut que chacun fasse son travail. Il y a des élus qui sont censés exprimer, discerner, proposer, construire. Voilà, on ne va pas ici, à l'occasion de cette conférence, dresser tout un programme de gouvernement, mais je pense que la vraie réponse à l'angoisse manifestée par les personnes qui ont manifesté en novembre, en décembre, en janvier encore précédent avec les Gilets jaunes, elle est la vraie réponse, elle tient dans une politique du gouvernement qui devrait s'adresser à tous les sujets, les sujets économiques, les sujets de sécurité, les sujets de formation. Enfin, c'est la manifestation d'une crise profonde, ce que j'ai dit tout à l'heure, le malaise français. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge, à mon avis. On a devant nous plusieurs années, en réalité, de réconciliation à engager, en étant sans doute beaucoup plus attentif que par le passé à la dimension territoriale de l'action publique. En clair, je pense que dans les revendications des Gilets jaunes, il y a une puissante aspiration à l'égalité territoriale, qui me paraît très sous-estimée par le pouvoir central depuis bien des années. Voilà, sur le fond, sur la forme, vous m'interrogez sur les Républicains, vous dites que les Républicains n'ont pas de position claire sur quasiment aucun sujet, vous avez raison, je le déplore, mais encore une fois, je m'exprime à titre personnel aujourd'hui. J'ai une question concernant le début de votre intervention. Quand vous avez évoqué l'abondance de jurisprudence dans le système juridictionnel français, notamment en indiquant que, d'après vous, le pouvoir tue le pouvoir, et justement vous interrogeant sur le rôle du Conseil constitutionnel et du pouvoir conventionnel européen. Et justement, je n'ai pas bien cerné justement comment ce pouvoir quelle solution on pourrait apporter pour éviter que ce pouvoir puisse le pouvoir, et justement de réduire l'importance du système constitutionnel et conventionnel français. J'ai été un peu allusif sans doute sur les Gilets jaunes, je vois votre commentaire comme frustré le caractère un peu court de ma réponse. Je viens à ta question juste ensuite. Ce n'est pas que une question institutionnelle. La question posée par les Gilets jaunes, c'est une question économique, c'est celle d'un pays globalement désindustrialisé, parce qu'on a une structure à la fois complètement bureaucratique, un système fiscal stupide, un code du travail qu'aucun pays civilisé ne peut vous envier. Enfin, bref, on a quand même un système qui n'est pas propice à la création de richesse,
création d'emplois, qui est donc peu propice à la création de perspectives pour des personnes qui, du coup, ont mis un gilet jaune parce que leur situation économique se détériore, parce que la situation de leurs enfants sera plutôt moins bonne que celle de leurs parents. Donc, on a d'abord un énorme problème économique et social. Mais on a aussi ce problème territorial qui me paraît absolument majeur. On a eu une dégradation des systèmes de transport, par exemple. On a eu une fracture numérique absolument considérable. On a un système sanitaire qui a complètement régressé. Dans un département comme le département de Lyon, l'accès aux services médicaux est beaucoup moins bon en 2020, aujourd'hui, qu'il ne l'était en 1990, il y a 30 ans. Donc il y a eu, à certains égards, un sous-développement territorial. Et je crois vraiment que cette crise, elle est le produit de tout ça. Elle s'est cristallisée sur la personne d'Emmanuel Macron, à certains égards, comme elle se serait cristallisée sur la personne d'un autre chef de l'État élu en 2017, dès lors que on attend à certains égards trop du chef de l'État. C'est ce que je disais au début. Vous voyez ce que je veux dire? Dès lors qu'on prétend élire le magicien, il est assez naturel que, constatant que le magicien ne donne pas son effet magique, on finit par lui en vouloir. Peut-être faudrait-il, de manière plus raisonnable, considérer qu'on ne va pas élire un magicien, mais se mettre d'accord sur les 5-6 mesures concrètes que collectivement un gouvernement raisonnable va essayer de mettre en œuvre. Vous avez raison, j'ai développé un problème, je n'ai pas esquissé la voie de réforme, au fond, que j'envisage. Alors, je voudrais rendre hommage à cet instant, ça lui ferait plaisir si vous le savez, à Édouard Balladur. Je ne pas être bizarre, mais Édouard Balladur, vous voyez qui c'est? Il a été Premier ministre de 93 à 95. Moi, je le tiens pour un des plus grands hommes d'État qu'on ait eu dans la période récente. Sa relation avec les Français était un peu compliquée, il n'a pas été élu président de la République, sans doute n'était pas très populaire, mais sur le fond, il est le seul chef du gouvernement de toute la Sixième République qui ait assumé une modification de la Constitution pour contredire une décision du Conseil constitutionnel. C'était en 1993. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en août 1993, vous avez le Conseil constitutionnel, à l'époque présidé par Robert Badinter, qui censure un bout de loi proposé par le gouvernement d'Édouard Balladur. Indépendamment du fond, je ne parle pas du fond, mais de la forme. Et Édouard Balladur décide, au fond, de faire ce que les légistes de l'Ancien Régime appelaient un lit de justice. Le lit de justice, c'était lorsque le pouvoir cassait les arrêts des juges. Et dans le droit moderne, ça veut dire que, par l'effet de l'article 89 de la Constitution, le gouvernement de l'époque avait déposé un projet de loi constitutionnelle, voté en même terme par l'Assemblée et par le Sénat, puis par le Congrès, c'est-à-dire par le Parlement, réuni à Versailles, en 1980. Et voilà, il y a une modification de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pouvoir politique peut, et à certains égards doit, dire que c'est lui le constituant. Le Conseil constitutionnel, c'est une autorité constituée, déléguée. C'est une autorité seconde. Le pouvoir qui constitue, le pouvoir constituant, le pouvoir qui dit la loi fondamentale, le pouvoir qui dit la Constitution, c'est soit le peuple français lui-même, parlementaire, soit les parlementaires. Et donc, en réalité, moi je plaide pour un vrai dialogue entre le constituant et le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel, à l'instant T, me dit à moi, pouvoir politique, je ne suis pas d'accord avec vous, moi, pouvoir politique, je dois dire au Conseil constitutionnel, c'est pas toi qui dirige, qui commande. Qui commande le peuple? Donc référendum ou modification de la Constitution par congrès. Au fond, la question politique essentielle, c'est qui commande. Qui commande? Je pense que dans le système démocratique, c'est le peuple qui doit commander. Alors, pas forcément tout le monde, tout le temps, n'importe comment. Je ne suis pas pour une espèce d'immanence démocratique permanente. Voilà. Il faut que ce soit organisé par des institutions, bien sûr. Mais sans oublier ce qui est premier. Et ce qui est premier, c'est la souveraineté nationale. C'est la nation. Ce n'est pas un organe délégué, fut-il prestigieux. Lorsque les médias, vous savez, le titre « Les sages ont décidé », ça m'exaspère. Ce n'est pas des sages que ça veut dire. C'est vraiment une facilité journalistique. C'est un conseil
qui est légitime dans son ordre, dans les limites qui lui sont fixées par la Constitution elle-même. Et le pouvoir politique peut et doit rappeler qui commande. Et je pense que c'est absolument fondamental. Parce qu'autrement, le gars qui porte un gilet jaune sur son rond-point, lui, il a parfaitement compris que le pouvoir politique commande quasiment plus rien. Et l'écart qu'il y a entre l'image du président de la République ou a fortiori du sous-ministre au chou farci qui va aller faire le cake sur le terrain avec sa voiture, son gyrophare, l'écart entre l'apparence du pouvoir et la modestie des résultats politiques, cet écart-là provoque de la défiance et de l'exaspération et parfois de la violence. La conférence touche à sa fin, pardon. Je vous encourage à remercier M. Guillaume Larrivée. Vous aviez une question, mademoiselle, mais non, vous n'avez plus. Ça ira. Bon, on a plus de temps. Alors, juste un petit mot de conclusion, pardon. J'espère que je ne vais pas saouler avec des considérations éloignées d'une école de commerce. Je veux vous dire que j'aime les écoles de commerce, vraiment. Hein. Soyez fiers d'être là, parce que l'intérêt général, c'est pas que les affaires publiques. On a besoin d'hommes, de femmes qui créent des richesses, qui créent des jobs. On est dans un monde, le monde du XXIe siècle, dont le capitalisme est en train de basculer vers l'Asie-Pacifique. On est dans le monde de l'éruption de l'intelligence artificielle, on est dans le monde du défi climatique, de la préoccupation environnementale, des fractures territoriales, bref, il y a des tas de défis, et ces défis, pour les relever, il faut de la politique, mais il faut aussi du business. Donc, je suis totalement pro-business, et c'est très très bien, on est des jeunes Françaises et des jeunes Français qui, à Grenoble, l'école de management ou ailleurs, se forment. Ça me paraît vraiment fondamental, et vraiment, je vais vous dire, petit 2, même quand vous serez dans vos boîtes, dans vos entreprises, ne vous désintéressez pas totalement des affaires publiques. Parce que si vraiment les affaires publiques sont mal gérées, ça peut avoir un effet assez catastrophique sur vos boîtes en particulier et sur vos vies en général. Donc il faut quand même faire un peu gaffe, un petit peu regarder. Il ne faut pas complètement être obscien, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement déléguer votre liberté à un truc que vous appelez l'État. Il faut quand même que vous soyez suffisamment investi vous-même pour avoir des cordes de rappel et des moyens de contrôle. Donc intéressez-vous quand même un peu à la politique. Vous allez vous y consacrer moins, probablement, vous y consacrerez moins de temps et d'énergie que je n'y consacre moi, qui me consacre quasiment en temps plein en ce moment, mais quand même, regardez un peu l'affaire, ne lâchez pas complètement les affaires publiques, même quand vous êtes investi dans le business. C'est ce que vous permettez de vous dire en conclusion de cette petite conférence grenobloise. Voilà, je vais essayer de sortir un nouveau bouquin l'année prochaine, je vous le dis, mais on en reparle, je vous tiendrai au courant si j'en fais un, dans un style un petit peu différent de ce livre-là. Voilà. Merci. Merci à tous pour cette conférence, et du coup merci à vous, M. Larrivée, pour cette conférence très enrichissante. Je vais donc rejoindre M. Larrivée à 18h à la librairie des Citres, au 9 rue à Grenoble, si vous souhaitez vous faire l'éducation. Merci à tous et bonne soirée.